Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur Microsoft Azure, un sujet sur lequel je pense que vous entendez très souvent parler. Les gens vous disent Ah, est-ce que tes infrastructures sont dans le cloud? Est-ce que tes infrastructures sont chez Azure? Tous des mots pour quelqu'un qui n'opère pas dans son quotidien dans l'informatique. C'est un petit peu des mots qui viennent nous mélanger, à savoir exactement qu'est-ce que c'est ça, Azure, puis qu'est-ce que ça a de nouveau. Donc aujourd'hui, on va essayer de démystifier qu'est-ce que c'est exactement le cloud en général, mais plus précisément Microsoft Azure. En plus d'essayer de démystifier ça, on va essayer de voir c'est quoi pour vous les avantages. Est-ce que c'est vraiment avantageux, Azure? Est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux? Est-ce que c'est sécuritaire? Toutes des questions que lorsqu'on n'est pas dans l'informatique, dans le day-to-day, puis que notre business focus, c'est complètement autre chose, mais qu'on doit relier sur un paquet de services qui dépendent de l'informatique, ce qui est à peu près la majorité des compagnies. Ben, comme dirigeant de compagnie, on doit savoir exactement qu'est-ce que c'est ces choses-là. Et pour moi, est-ce que ça peut avoir un plus-value? Est-ce que c'est sécuritaire? Donc, on va essayer de démystifier tout ça aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu mon agenda pour la journée. Donc, si on regarde, on va commencer avec les points. Ben, qu'est-ce que c'est Microsoft Azure? Essayez de démystifier puis de mettre ça en termes simples pour que vous puissiez comprendre c'est quoi exactement ça, cette bibite-là. Puis on va aussi parler qu'il y a différents types de cloud. Cloud computing, c'est rendu un petit peu je vais utiliser un anglicisme, mais c'est un petit peu un buzzword qui est utilisé à tous les sauces. On va dire, est-ce que tes documents sont dans le cloud? Est-ce que si, mais c'est quoi ça exactement, le cloud? Comment est-ce que ça fonctionne, le cloud? Puis pour moi, est-ce que c'est sécuritaire? Puis est-ce que ça vaut la peine? On va regarder les avantages d'utiliser une plateforme comme Microsoft Azure. On va parler aussi de configuration hybride. C'est un point qui est souvent omis lors de discussions. Vous parlez avec différentes personnes, vous dire, ah ben, nous, on est dans le cloud. D'autres vont dire, nous, on est complètement indépendants, on est autonome dans nos propres choses. Mais est-ce que c'est tout ou pas tout, ou est-ce qu'on peut avoir une espèce d'infrastructure hybride où on peut tirer bénéfice de chacun des différents types d'infrastructures? À titre d'exemple, peut-être que vous avez déjà investi beaucoup de sommes d'argent dans une infrastructure locale, mais on vous dit que ce serait préférable d'aller vers une infrastructure cloud pour différentes choses, mais c'est souvent un entre-deux. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de mettre aux oubliettes tous les investissements que j'ai faits pour mon infrastructure locale. Je peux l'étendre, cette infrastructure-là, et aller vers le cloud. Donc, on appelle ça des configurations hybrides, et on va parler un petit peu de ça. Je vais aussi vous parler du total cost of ownership, donc le coût total, le coût de revenu total d'une gestion de service Azure versus une gestion de service qui, on va dire, là, est sur les lieux on-premise, qu'on appelle en anglais, donc une infrastructure plus classique là, qui est chez vous. Qu'est-ce qu'on doit lorsqu'on veut comparer des pommes avec des pommes et savoir est-ce que ce serait plus économiquement viable pour moi d'avoir mes infrastructures sur place ou de les avoir dans le cloud? Souvent, il y a des erreurs qui se font dans le sens qu'on ne calcule pas tout. Donc, on va regarder vraiment qu'est-ce qu'on doit calculer dans son ensemble pour être capable de faire un bon exercice de coût de revient. On parlait aussi de livraison d'applications, ce qui est probablement le point le plus important dans toute la présentation. C'est une fois que mes infrastructures sont dans Azure, ben, comment je fais pour livrer mes applications à mes employés, puis quels sont les bénéfices de les avoir, ces infrastructures-là, à l'intérieur d'un système comme Azure. Je vais vous parler aussi des trois gros joueurs parce qu'on concentre sur Microsoft Azure, mais vous savez très bien que chaque service a des compétiteurs. Donc, Microsoft, dans cette sphère, a aussi des compétiteurs. On va aller voir qui sont ses compétiteurs, puis quel est l'avantage d'y aller avec justement Microsoft versus ses différents compétiteurs. Donc, débutons avec qu'est-ce que Microsoft Azure? C'est quoi exactement ça, cette bébite-là qu'on appelle Microsoft Azure? Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Azure, c'est l'offre de plateforme et d'infrastructure cloud de Microsoft. Là, vous allez dire, ah, wow, Carl, c'est vraiment plus clair. On ne sait pas c'est quoi une offre de plateforme et d'infrastructure. Mais on va y arriver dans quelques secondes, mais rappelez-vous de ces termes-là. Azure, c'est une offre cloud, mais c'est une offre cloud qui traite de type plateforme et de type infrastructure. Le penchant de Azure, ou son complément, on devrait dire, c'est la suite Office 365. Ah, là, vous allez dire, là, on comprend exactement ce que tu veux dire. Office 365, ça, on le comprend parce que nos emails sont déjà là-dedans. Notre SharePoint est déjà là, peut-être. Nos employés utilisent la suite OneDrive et ça, c'est déjà tout dans Office 365. Donc, Office 365, c'est une offre cloud de Microsoft et le penchant de ça,
On va dire pour des services plus avancés un petit peu, mais ça va être Azure. Mais rappelez-vous d'une chose, on a différents types de services cloud. Azure en couvre environ deux, ce qu'on appelle la plateforme et l'infrastructure en tant que service, tandis qu'Office 365, c'est ce qu'on appelle le software en tant que service. Mais je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine slide, simplement de retenir ça. Lorsqu'on parle de Azure, comparativement avec Office 365, on sait maintenant que c'est tout des plateformes cloud, mais quels sont les différents services qui sont offerts dans Azure? On va parler de choses comme machines virtuelles. Sûrement que à l'intérieur de votre compagnie, depuis plusieurs années, vos gens qui gèrent l'informatique vous parlent souvent de VM. Ah, je vais te créer une VM. On va mettre ce service-là dans une VM. Mais c'est quoi exactement ça, une VM? C'est simplement une machine virtuelle. C'est simplement le fait de dire, je me suis acheté un serveur, il est très puissant, il y a un gros CPU, il y a beaucoup de mémoire, puis au lieu d'installer juste une fois la suite le Windows là-dessus, puis de rouler un service, ben on va comme diviser ce serveur-là en plusieurs petits serveurs, qu'on appelle des serveurs virtuels. Donc au lieu de rouler comme traditionnellement, il y a 20-30 ans, on achetait un serveur physique, ben on roulait un Windows Server dessus. Mais maintenant, on peut acheter un gros serveur physique et on peut le resubdiviser en plusieurs petits serveurs qui utilisent chacun leur petite tranche de ressources. Ça veut dire qu'on peut rouler plusieurs petits services plutôt que d'être pris à acheter un gros serveur et isoler un seul service et perdre un paquet de ressources pour rien. Donc ça, des machines virtuelles, on entend souvent ça. Ben, Azure peut créer aussi des machines virtuelles. Avec les machines virtuelles, bien entendu, vient un réseau virtuel. Ça veut dire que je ne peux pas créer une machine virtuelle qui est dans le vide. Elle doit, comme une machine physique, elle doit se connecter sur un réseau. Ben, on crée des petits réseaux qui sont virtuels, des bases de données. On entend souvent parler des bases de données, mais dans Azure, je peux me créer des bases de données SQL. Je peux créer, par exemple, des applications web, du stockage, des containers. Peut-être que vous avez commencé à entendre parler de ça, les Docker, qui est une étape de plus à la virtualisation. Au lieu de virtualiser un serveur, je virtualise une application. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut créer dans les services Azure. Vous voyez que dans Office 365, c'est des choses beaucoup plus communes, des emails, du stockage, mes fichiers, la synchronisation, ce que je me sers dans mon day-to-day. Tandis que Azure, c'est beaucoup plus des choses qui sont, je vais utiliser le terme back-end. C'est des choses comme vous dites, ben, j'ai mon application SAP, par exemple, mais je sais pertinemment bien que mon application SAP a besoin de différents serveurs en arrière-plan pour opérer. Il y a une base de données, il y a un service d'interface, il y a différents services de gestion, mais c'est transparent à moi, l'utilisateur, ces choses-là. Je ne les vois pas. C'est mes personnes d'informatique qui gèrent ça. Ben, eux, en arrière-plan, on a une certaine infrastructure qu'on doit mettre en place pour livrer une application. Ben, dans Azure, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place, ces espèces de services-là qui sont des services d'infrastructure. Donc, ça nous ramène à une première case de ce que je disais. Azure est l'offre de plateforme et d'infrastructure. Des services un peu plus back-end. Et la façon qu'Azure fonctionne, contrairement à Office 365, Office 365, comme on a dit, c'est l'offre cloud qui est très SaaS. On appelle ça Software as a Service. Donc, c'est un service complet qui vous est livré et on paye à la licence. Tu veux avoir OneDrive? Ça coûte X par mois. Tu vas avoir un email, ça coûte X par mois. Tu vas avoir telle chose, ça coûte X. C'est une licence, je l'achète, ça coûte le même prix à tous les mois. Azure, c'est pas tout à fait le même principe. Azure, je monte une infrastructure pour te livrer un certain service, mais cette infrastructure-là peut être très différente. Je peux avoir des plus gros serveurs, des plus petits serveurs, un plus grand réseau, plus petit réseau, certains services de sécurité, d'autres non. Donc, c'est très, très, très flexible. Et avec Azure, ben, on paie une facture mensuelle à l'utilisation. Selon ce que j'ai utilisé, selon les services que j'ai mis en place, ben, je vais avoir une facture mensuelle qui peut varier un peu d'un mois à l'autre. Donc, ce n'est pas aussi clair, disons, que du Office 365, mais c'est des factures qui peuvent varier un peu plus dans le temps selon les services que je consomme. La prochaine diapositive va le montrer un petit peu plus. Je m'en excuse, elle est en anglais ici, mais vous allez bien comprendre quand même. Lorsqu'on parle ici de on-premise, ce sont les services qui seraient chez vous. Donc là, on compare le cloud, qui sont ces trois services ici, le IaaS, PaaS et SaaS, qui sont différents types de cloud, versus on-premise, les services qui seraient chez vous. On peut voir que lorsqu'on a des services on-premise, on est responsable de tous les couches de gestion d'une certaine application. Donc, tant le niveau réseau,
Vous savez, là, dans vos infrastructures chez vous, vous avez des switches, du câblage, du Wi-Fi. Il y a un paquet de choses pour livrer les données entre le réseau et les PC, mais vous êtes responsable de ça lorsque c'est chez vous. Le stockage, donc vos disques durs sur les serveurs, puis je suis certain que ça vous est déjà arrivé que vous entendez parler, ben, tel serveur est plein ou tel serveur, il y a un disque qui est endommagé. Ben, c'est votre responsabilité de le changer, sinon il va avoir un problème. Même chose au niveau des serveurs. Le serveur est trop vieux, on ne peut plus le mettre à jour. On doit le mettre à jour, mais c'est plus supporté, des choses comme ça. Donc, vous êtes responsable de ça. Toute la couche virtualisation, comme on parlait tantôt, les fameuses VM, les systèmes d'exploitation qui roulent dans ces VM-là. Communément, c'est Windows, mais c'est peut-être du Linux, c'est peut-être autre chose. Donc, vous êtes responsable de les mettre à jour, de les sécuriser, de vous assurer que tout fonctionne bien à ce niveau-là. Le middleware et les runtimes, c'est les couches pour opérer. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous essayez d'installer un logiciel, puis ça dit malheureusement, ça vous prend .NET Framework 8 avant pour être capable de rouler le logiciel. Ou vous essayez d'installer telle chose, puis votre personne d'informatique va dire non, pour pouvoir le rouler, il faut que je mette à jour telle chose. Ben ça, c'est ce qu'on appelle le middleware. C'est les services qui sont requis pour rouler une certaine application, dépendamment comment cette application-là a été programmée. Le data, les applications, ce sont tous des choses qui sont votre responsabilité. Maintenant, je vais faire un saut. On va aller regarder SAS en premier avant de parler de IaaS et PaaS. SAS, c'est votre Office 365. Vous pensez justement à OneDrive, vous pensez justement à votre Exchange, ces différentes choses-là. Ben, le networking, tout ce qui gère les services en arrière-plan de votre Exchange, c'est Microsoft qui gère ça. Vous n'avez pas à vous en soucier. Le stockage, les serveurs, la virtualisation, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vous consommez vos emails à partir de votre application Outlook, c'est tout. Vous n'avez pas à vous soucier non plus du système d'exploitation qui est en arrière. Imaginez-vous que si votre serveur de courrier était encore chez vous, ce qui est de plus en plus rare, mais il y a encore des gens qui ont ça, mais vous êtes responsable de mettre à jour ce serveur-là, de mettre à jour le matériel, de mettre à jour le réseau, toutes les gammes de choses qui vont supporter vos courriels, vous en êtes responsable, vous ou la personne qui gère votre informatique, mais c'est beaucoup de choses à gérer qui ne font pas vraiment partie de la livraison du service. C'est des choses qui sont là pour supporter. Donc, lorsqu'on prend, par exemple, Exchange Online, vos courriels hébergés chez Microsoft, bien, Microsoft s'assure, eux, d'avoir le bon stockage, d'avoir les serveurs en place, la bonne virtualisation, les bonnes updates sur leur système d'exploitation, tout ce qu'on a besoin pour vous livrer votre application Outlook et votre email. Lorsqu'on parle de plateforme en tant que service, un bel exemple, c'est probablement votre site Web. La plupart des gens vont dire, ben oui, j'ai un site web, mais il n'est pas hébergé chez nous. Il est hébergé peut-être chez GoDaddy, peut-être chez un autre hébergeur de site web. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la différence entre mon Outlook qui a mes emails puis mon site web? Mais dans le cas du Outlook, c'est très simple, hein? Vous vous abonnez sur la licence, vous ouvrez votre Outlook, puis les emails commencent à rentrer, puis là, ben, c'est vos données à vous, puis vous travaillez avec. Tandis qu'un site web, c'est un peu différent. Vous dites, ouais, pour mon site web, là, j'ai beau eu acheter la licence, mais ça m'a pris un programmeur, ça a pris quelqu'un entre les deux pour livrer ce data-là. Mon application comme telle, mon site web, il y a du code en arrière de ça, il y a des images, il y a différentes choses, il y a des documents. Il y a quelqu'un qui a mis ça en place. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une plateforme en tant que service. Ça veut dire que la personne qui vous a mis ça en place, qui est peut-être votre personne d'informatique présentement, peut-être un service autre, bien, ils n'ont probablement pas eu à moins que vous l'ayez on-prem, mais les chances sont qu'ils sont dans le cloud déjà, votre service web, mais ils n'ont pas eu à s'occuper du networking, storage, serveur, virtualisation, OS. Mais par contre, oui, contrairement à Outlook où j'achète la licence puis c'est pratiquement terminé, j'ai quelques petites configurations à faire puis ensuite c'est de la gestion. Mais ils ont eu quand même à mettre en place votre site web, prendre le code, prendre tout ce qui va en arrière et déposer ça à la bonne emplacement puis faire les bonnes petites configurations. Ça, c'est ce qu'on appelle de la plateforme en tant que service. Un bel exemple, c'est votre site web. Un autre exemple, ça pourrait être une base de données dans Azure. Et finalement, il y a de l'infrastructure en tant que service. Plusieurs services et Azure, on va voir, c'est souvent de l'infrastructure en tant que service. Ça veut dire que votre personne d'informatique va vous dire, garde, j'ai le choix, soit je monte une VM chez vous, et là,
on est responsable du réseau, du stockage, du serveur et de la virtualisation, en plus de la VM elle-même, ou soit je monte la VM dans le cloud. Et on va entendre souvent parler de ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle infrastructure en tant que service. Ça veut dire que ce que Microsoft m'offre, c'est juste une infrastructure physique. Le restant, c'est à moi de le gérer. Mais c'est déjà beaucoup une infrastructure physique quand on y pense. Ça veut dire que tout ce qui touche le réseau, le stockage, les serveurs et toute la couche virtualisation, c'est Microsoft qui s'en occupe. Et c'est souvent les couches qui demandent le plus de gestion. Microsoft vont s'en occuper. À partir de là, moi, je vais monter une machine virtuelle à l'intérieur de ça. Et là, oui, je vais devoir gérer le système d'exploitation, je vais devoir gérer toutes les middleware, les runtime, le data, l'application. C'est une chose à prendre en considération. J'entends souvent des clients dire, ben, je suis rendu dans une cloud, puis j'ai comme encore des frais de gestion pour mes VM. Mais c'est normal à 100% parce que dans une cloud, en mode infrastructure, en tant que service, malgré que ça livre beaucoup, beaucoup d'avantages, mais il y a quand même quelqu'un qui doit faire la gestion de cette VM-là, de s'assurer qu'elle est sécurisée, puis ainsi de suite. Donc oui, c'est normal à partir d'ici. Vous voyez qu'il y a un peu moins de gestion au niveau de la couche physique, mais j'ai encore beaucoup de gestion à faire au niveau de la couche logicielle. Donc c'est la même chose que c'était on-prem. J'ai le même type de gestion à faire lorsque je suis dans le cloud. Et vous allez me dire, bon, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas en arrière? Bien, il y a plusieurs raisons, puis on va l'expliquer tantôt, mais les grandes raisons, c'est que toute la couche physique, vous n'avez pas à vous en occuper. Et cette couche physique-là chez Microsoft, je peux vous garantir qu'elle est beaucoup mieux montée et beaucoup plus sécuritaire que ce que vous avez présentement chez vous. Les gens vont vous dire, est-ce que tu es redondant au niveau de la source on va dire, le power, l'électricité? Puis les gens vont répondre, oui, 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 mon serveur, je l'ai vu, là, il y a deux prises en arrière pour rentrer de l'électricité, donc il est redondant. Et ça veut dire que votre serveur a simplement deux power supply. S'il y en a un qui tombe, l'autre va continuer à rouler. Ça ne veut pas dire que vous êtes redondant. OK? Si Hydro-Québec a une panne d'électricité chez vous, je suis certain que vous n'avez pas deux entrées indépendantes qui sont sur deux circuits indépendants. Vous allez simplement manquer d'électricité. Peut-être que vous allez dire, ben, j'ai une génératrice. Ah, mais dans ce cas-là, c'est bien. Mais il y a des frais associés à votre génératrice. Il y a des frais associés à si vous avez une grosse batterie backup, puis même votre batterie backup, elle n'est pas là pour vous donner une sauvegarde pendant longtemps. Elle est là simplement pour s'assurer que le serveur ne fermera pas automatique. Donc, chez Microsoft, il y a plusieurs entrées électriques, il y a plusieurs entrées Internet, il y a plusieurs différents types d'entrées qui font que leurs services sont à peu près jamais non disponibles. Donc, c'est des gros facteurs à prendre en compte aussi lorsqu'on compare les différents types de cloud, puis lorsqu'on se demande est-ce que ça vaut la peine ou pas que j'aille dans ce cloud-là. Donc, justement, les différents avantages plutôt de Azure. La première chose, là, et le point le plus important, c'est que c'est très élastique. Scale up, scale down. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre rapidement parce que la plupart des gens en business font face à ce problème. On n'a vraiment jamais de bonne solution si on est tous dans une infrastructure on-prem. Ce qu'on veut dire par là, c'est imaginez demain matin, vous avez un certain service qui roule, votre application comptable ou peu importe. Ça va bien, vous êtes 6, 7, 10 personnes à l'utiliser. Puis du jour au lendemain, on a un très, très gros projet qui s'en vient. On a besoin de plusieurs autres personnes. On doit faire des réquisitions, on doit faire des inventaires de pièces, on doit faire des demandes de travail à l'intérieur du système. On engage 6 ou 7 ou 8 personnes de plus. Et là, notre serveur n'est pas capable de le supporter. Si on est on-prem, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit acheter un nouveau serveur pour être capable de supporter ce nouveau projet-là. Si on est dans le cloud, c'est un appel. On fait simplement dire, regarde, pendant les 3 prochains mois, j'ai un gros projet, je vais avoir 5 ou 6 personnes de plus dans mon système pour faire X choses. J'ai besoin que mon serveur soit plus puissant. C'est quelques clics. Donc, je prends la petite VM que j'avais dans le cloud, puis boum, 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 je la grossis. Microsoft ont en masse de ressources pour me le permettre. Pendant ce temps-là, je vais payer un petit peu plus cher. Et lorsque mon projet est fini,
ben, je redescends ma VM à la bonne grandeur. Donc, c'est extrêmement flexible. Ça peut être aussi le contraire. Malheureusement, parfois, on perd de gros contrats. Puis on dit, ben, on était 40-50 à travailler, puis on a acheté un gros serveur physique, puis finalement, on a perdu un gros contrat. Puis là, maintenant, on est 5 à travailler là-dessus, puis on a notre gros serveur physique qui dort. Finalement, il sert à peu près plus à rien. Donc, on perd toute cette notion-là avec le cloud parce qu'avec le cloud, ben, je rapetisse et je grossis selon la demande que j'ai besoin. Et aussi la haute disponibilité, comme je vous expliquais il y a 2 minutes. On parle qu'on est haute disponibilité lorsqu'on est chez nous on-prem, mais en réalité, on ne l'est pas vraiment. On est semi-haute disponibilité. On va dire une petite semi-haute disponibilité, tu sais, assez cheap, locale. Mais lorsqu'on parle dans le cloud, Microsoft ont plusieurs entrées électriques, plusieurs entrées Internet, plusieurs switches, plusieurs routeurs qui sont chacun en redondance l'un à l'autre. Donc, toute l'infrastructure est complètement doublée un peu partout. On parle plus d'un système qui ressemble à un avion où est-ce que tout est en double, puis il n'y a à peu près aucune chance qu'une pièce faille puis que tout le système ne soit pas accessible. Tandis que chez vous, c'est très possible. Il y a aussi plusieurs couches de sécurité. On peut penser qu'on-prem, ben, on a plein de choses pour faire la sécurité. Mais en réalité, les gens vont dire, ben, lorsque je suis dans le cloud, ça doit être moins sécure. Mais c'est à peu près le contraire. En fait, dans le cloud, il y a tellement de services de sécurité qui vont autour de ça que ça rend les choses beaucoup plus sécures. Vous allez dire, ben, je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Ben, je peux vous en donner une certain. Vos ordinateurs de bureau, lorsque vous vous connectez le matin, ben, tout ça, puis lorsque vous allez chercher les fichiers qui sont sur votre serveur local, tout ça se fait probablement sans double authentification. Ça veut dire que vous rentrez le matin, vous pesez sur un bouton, vous rentrez votre mot de passe, puis boum, j'ai accès à mes fichiers, puis ainsi de suite. Mais avez-vous déjà remarqué, si vous êtes chez vous et que vous essayez d'accéder à vos courriels qui sont dans Office 365, ainsi de suite, qu'est-ce qui va arriver la plupart du temps? C'est que, boum, je vais recevoir une alerte sur mon cellulaire avec ma double authentification. On va dire, prouve-moi que c'est toi. Si c'est vraiment toi, ça veut dire que tu as reçu une alerte sur son cellulaire. Donne-moi le numéro qui est écrit sur le cellulaire. Mais le cloud, c'est un bel exemple, c'est que ça offre beaucoup de services connexes au niveau de la sécurité. Il y a aussi plusieurs contrôles. Donc, il y a plusieurs services que c'est probablement pas vous qui allez vous en servir, mais vos gens d'informatique ou les services qui vont gérer votre informatique vont se servir de différentes couches de contrôle pour savoir est-ce que les choses vont bien. J'ai des alertes. Donc, avant qu'il puisse arriver un problème, je vais être en mesure de le prévenir parce que j'ai eu des alertes. Ça me dit, oh, tel serveur commence à être plein, il arrive telle chose là. J'ai telle alerte pour ci, il y a tel utilisateur qui n'est pas capable de se loguer là. Il y a eu une connexion suspecte ici. Donc, il y a plein de métriques qui rentrent, que les gens d'informatique qui gèrent vos systèmes se servent pour s'assurer que tout est en place. En plus des audits, des alertes et des accès just-in-time. Donc, les accès just-in-time, ça veut dire que au lieu d'avoir toujours un administrateur autour de mon système, ben, lorsque cet administrateur-là veut faire des interventions, il fait une demande, il doit donner une justification et ça nous laisse une très belle traçabilité dans le temps, à savoir qui a fait des accès où, quand, comment, qui a fait des changements dans les systèmes. Donc, tout ça, ça vous permet de vous concentrer, vous, sur votre core business plutôt que de l'informatique. Parce que tous ces différents services-là qui sont autour d'Azure, si vous essayez de les implanter on-prem, ben, c'est toujours des justifications. Vos gens d'informatique vont arriver, regarde, j'aurais un projet, il faudrait qu'on mette en place telle chose, ça coûte tant. Et là, vous, ça demande des meetings, ça demande des justifications, un peu d'analyse budgétée, et ainsi de suite. C'est tout du temps que vous perdez de votre core business à faire des choses informatiques qui vous ne rapportent pas grand-chose au bout de la ligne. Donc, vous êtes beaucoup mieux dans un service comme Azure qui les offre déjà autour de tous ces services-là. Puis vous, ça vous permet de vous concentrer sur autre chose que l'informatique, soit dit en passant, là, comme tel. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on décide d'y aller vers ces services-là, vous allez dire, Carl, à date, ça fait beaucoup de sens. Niveau business, je comprends exactement qu'est-ce qu'il y en a. Mon image est un peu plus claire, mais là, j'ai déjà investi beaucoup localement. J'ai déjà des services qui roulent local, peut-être mes emails, mon serveur de fichiers. On a différents services qui roulent des bases de données pour d'autres choses dans la manufacture. Ça veut-tu dire que je suis obligé de me débarrasser de tout ça pour aller dans le cloud Azure? Pas du tout. On peut très bien marier les deux ensemble. Donc, ça se marie très bien, puis on appelle ça une configuration hybride. C'est un terme un peu vague, tout simplement pour dire on fait une connexion entre votre réseau et Azure,
Puis les nouveaux services ou des services extra ou différents services qui ne sont pas disponibles on-prem, ben eux, on les monte dans eux. Donc, c'est comme si on étendait votre petite salle de serveur, puis on lui faisait une petite place dans eux. Donc, si on a besoin d'un nouveau service, puis que malheureusement, chez vous, il n'y a plus de place, le serveur est plein, mais on ne se débarrasse pas du serveur, mais on dit, garde, les nouveaux services, on va les monter ici dans Azure. Tout ça, ça va se parler, ça va être comme s'ils étaient un à côté de l'autre, mais il y en a un qui est dans Azure puis l'autre est on-prem. Et tranquillement, ben, on peut commencer à dire, ah, ben, on a besoin de tel nouveau service. Au lieu de l'acheter localement puis d'investir dans du hardware, ben, on va l'envoyer dans Azure. On a besoin de telle nouvelle chose, on va l'envoyer dans Azure. Ah, mon serveur de fichiers, finalement, maintenant, on voudrait l'utiliser de telle façon. Ben, regarde, on va le migrer dans Azure. Donc, on va le prendre tel quel, mais on va l'envoyer vers Azure. OK? Donc, je vais juste lire la petite phrase que j'avais écrite. On dit, lorsque la demande augmente au-delà des capacités d'un centre de données sur site, les entreprises peuvent utiliser le cloud pour augmenter ou réduire instantanément la capacité afin de gérer la demande excédentaire. Donc, comme vous voyez, pas besoin de tout envoyer dans le cloud. Ça peut juste être un ou deux services à travers tout ça. Cela leur permet également d'éviter les temps et les coûts d'achat. Rappelez-vous ce point-là, les coûts d'achat. Lorsqu'on achète des serveurs aujourd'hui, ce n'est plus à coût de 100, 200 dollars, c'est dans les milliers et les milliers de dollars. Donc, on doit un peu amortir ça d'une certaine façon et le budgéter, tandis que tous les coûts qui sont dans Azure, ben, c'est tout du OPEX. Ça devient des coûts d'opération et je les passe dans mes coûts d'opération mensuels, c'est tout. Fait que ça devient un peu plus facile aussi au niveau de la gestion budgétaire lorsque c'est des services que je paie à l'extérieur. Donc, on disait, cela leur permet également d'éviter le temps et les coûts d'achat, d'installation et de maintenance de nouveaux serveurs dont on n'a pas toujours besoin et, j'ajouterais à cette phrase-là, dont on ne sait pas combien de temps je vais en avoir besoin. Vous savez, depuis quelques années, tout vire rapidement. Des fois, on peut avoir trois, quatre gros nouveaux contrats, puis finalement, boum, 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 ça tombe ou ça monte super rapidement. Donc, on a perdu une certaine stabilité qu'on avait dans le temps. Là, maintenant, on est beaucoup plus en grande vague. Donc, ça fait encore plus de sens de prendre des services qui sont très élastiques, qui vont me permettre de gérer mes coûts selon la demande que j'ai et non pas gérer selon une demande que je prévois. Donc, quand on achète du matériel, ben, c'est de prévoir une demande, hein. Mais lorsqu'on le met dans le cloud, c'est élastique, donc je peux changer au besoin lorsque j'en ai besoin. Une chose à ne pas faire et à faire très attention, c'est justement de comparer les coûts d'Azure avec les coûts de serveur. Et je la vois très souvent, celle-là, les gens vont dire, ben, j'ai acheté un serveur, il m'a coûté je vais dire 10 000 on va faire un chiffron. J'ai acheté un serveur, il m'a coûté 10 000 je vais l'amortir, ce serveur-là, sur 3 à 5 ans. Donc, ça me fait, là, on va faire une moyenne de 2 000 par année. Puis, on va dire, ben, comment ça coûterait le rouler dans le cloud? Puis, on va arriver, puis on va dire, ben, il va coûter à peu près 400 par mois. Là, on fait un calcul super rapide, puis on dit ben, 400 par mois, 4 800 par année sur un amortissement de 5 ans. Je reviens beaucoup moins dispendieux si j'achète ce serveur-là physique que si je l'envoie dans le cloud. Mais là, c'est parce qu'on compare juste une chose. On compare juste le serveur lui-même. On ne compare pas toutes les couches qu'on a vues tantôt. On ne compare pas le networking. On ne compare pas le fait que j'ai besoin d'alimentation, refroidissement, j'ai besoin d'avoir la sécurité autour de mon environnement et un environnement adéquat. Hein. Ce n'est pas toujours le serveur qui est dans le garde-robe qui est le meilleur. Euh, la redondance, la maintenance en frais de matériel, à tous les X temps, ce serveur-là, durant sa durée de vie de 5 ans, il va avoir des maintenances matérielles à faire, des mises à jour, c'est du temps, c'est de l'argent. Il va avoir des outils de gestion à mettre par-dessus ça. Il va avoir toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas la flexibilité que vous perdez et la planification de reprise après sinistre. S'il arrive un problème à vos bureaux, un feu, une inondation, un dégât d'eau, ben, je dois avoir un plan pour être capable d'aller ailleurs. Tandis que si mes serveurs sont chez Microsoft, Microsoft ont déjà un peu ces plans-là mis en place. Puis si je veux même les étendre plus grands pour couvrir de grandes catastrophes qui seraient catastrophes métropolitaines, mais je peux le faire à moindre coût à l'intérieur d'Azure. Donc, il y a plus qu'un point à prendre en compte lorsqu'on compare et qu'on veut savoir est-ce que ça vaut la peine pour moi d'envoyer ce service-là à l'intérieur d'un cloud tel Azure. Il ne faut pas juste comparer le serveur lui-même. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en ligne de compte.
Le service qui va probablement, à l'intérieur d'Azure, vous vous rappelez, on a vu, il y a plusieurs différents services. Le service qui va probablement être le plus utile pour vous, c'est le service qu'on appelle Virtual Desktops. Et c'est le service dans Azure qui permet de livrer une application. Vous dire, regarde, moi, ce qui m'intéresse présentement, j'ai besoin d'avoir mon application comptabilité, telle SAP ou peu importe. Et cette application-là, qui est mon ERP, qui roule complètement toute ma business, mon inventaire, order to cash, là, de mon inventaire aller jusqu'à la livraison de mon produit et les paiements, tout ça se passe dans mon système ERP. Et ce système ERP-là doit être disponible à mes employés de façon simple, de façon sécuritaire et efficace. Donc, on retient ces trois mots-là. Je veux que ce soit simple. Je ne veux pas que mon employé ait à connecter au bureau. Ensuite, une fois que tu es connecté au bureau, là, tu vas aller ouvrir telle page. Là, une fois que tu es rendu là, tu vas connecter là, prends l'adresse, rentre ça, puis là, tu vas devrais. C'est pas ça que je veux. Mon employé, lui, il veut se concentrer à je peux-tu ouvrir l'application et travailler, c'est ce que je veux faire. Là. Simple. Je veux que ce soit sécuritaire aussi. Je veux pas que n'importe qui puisse se connecter à ce système-là. Je veux que ce soit très sécuritaire. Je veux que ce soit aussi sécuritaire que mes emails. Tu sais, mes emails, c'est très sécure, là. Je le sais dans mon. Tu sais, c'est très rare qu'il va arriver quelque chose, puis mes employés ils se connectent dans leur Outlook, puis il y a multi-authentication. Les employés qui sont, tu sais, qui ont des données sensibles, ils vont avoir multi-authentication, puis ainsi de suite. Je veux que ce soit aussi sécuritaire que ça. Puis je veux que ce soit efficace. Je veux que ce soit rapide, que ça fonctionne bien, puis qu'il n'y ait pas de problème. Mais Azure Virtual Desktop, c'est un service qui permet de livrer justement des applications de ce type-là jusqu'à vos desktops. Et pour vous, c'est transparent. Vous n'avez pas vraiment l'impression que l'application, est-ce qu'elle roule sur mon desktop, ailleurs, peu importe. Ça ne paraît pas trop. Vous allez peut-être me dire, ben, Carl, je ne veux pas t'ostiner, mais moi, j'ai déjà un système comme ça. Ça roule, puis la personne d'informatique, là, quand elle me parle de mon serveur terminal ou elle me parle de mon serveur RDS. Puis l'application est installée sur ce serveur-là, puis on n'a pas à se casser la tête. On se connecte sur ce serveur-là, puis on roule l'application. Ben, bingo, c'est exactement le penchant de Azure Virtual Desktop. Bon, pourquoi d'abord je devrais le changer? Ben, peut-être qu'il n'y a aucune raison. Peut-être que votre Remote Desktop Server qui est on-prem, qui est chez vous, fonctionne très bien. Mais le jour où il va être dû pour être mis à jour, ben, je peux vous garantir que la meilleure solution, c'est d'aller dans Azure Virtual Desktop. Une deuxième bonne raison, c'est que votre serveur qui est on-prem, ben, on doit avoir une façon d'y accéder de l'extérieur parce que la réalité de nos jours, c'est pas que les gens viennent travailler tous au bureau. Peut-être certains d'entre vous, c'est le cas, mais dans la plupart des cas, les gens vont travailler de l'externe. Donc, si c'est le cas, je dois donner une façon très simple. On rappelle le premier mot, simplicité. Je dois donner une façon simple de se connecter à ce serveur-là. Et la façon simple de se connecter, pour vous, si le serveur est au bureau, c'est que vous allez créer une connexion VPN, puis ensuite de ça, vous allez venir. On perd un peu l'efficacité. Tu sais, on disait tantôt, ben, je veux que ce soit facile, simple, mais que ce soit facile à utiliser. Ben, avec un serveur au bureau, je suis certain que vous avez tous déjà vécu ça. Vous dites, ah ouais, je suis à la maison, il faut que je rentre dans l'application. Attends un petit peu, il faut que je me connecte sur mon VPN avant. Bon, le VPN ne veut pas connecter. Pourquoi? Puis, mais on perd tout ça. Avec Azure Virtual Desktop, la couche de sécurité, elle est toujours là, mais elle est faite d'une autre façon. C'est beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus sécuritaire parce que ça va utiliser la même sécurité que votre fameux Outlook. Tantôt, vous allez dire, oui, mon Outlook qui est cloud, lui, il est très sécuritaire, j'ai pas de problème. Ben, Virtual Desktop va utiliser les mêmes méthodologies en arrière-plan que votre fameux Outlook pour s'y connecter. Donc, il va être très sécuritaire puis très facile. C'est rare que vous allez dire j'ai de la difficulté à accéder à mes emails, je rouvre Outlook, boum, 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 c'est connecté. Ben, Azure Virtual Desktop, un peu le même concept. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que vous appelez votre Remote Desktop Server, votre terminal qui est chez vous, mais en plus, ça ajoute la facilité et la flexibilité de connexion. On va lire les petits points. Permet de livrer vos applications d'entreprise de façon sécuritaire, flexible, accessible de n'importe quel emplacement. C'est un service de virtualisation de bureau. Et ce que vous avez déjà probablement, c'est ça aussi. Donc, c'est des applications qui s'exécutent, sauf qu'ici, on est dans le cloud au lieu d'être chez vous. Le concept est quand même le même. Une autre chose qui est intéressante d'Azure Virtual Desktop, c'est qu'on peut utiliser Windows 10. Vous savez maintenant que lorsque vous roulez vos applications, peut-être que vous entrez dans une espèce de session puis vous dites, ah, c'est pas tout à fait comme mon desktop. Le bouton Start n'est pas tout à fait pareil. Il y a des nouveaux icônes qui apparaissent. Ben, c'est parce que vous roulez sur un serveur terminal. Mais dans le cloud, je peux le mettre sur des sessions Windows 10, donc ou Windows 11.
Ouais, est-ce que c'est une grosse différence? Non, honnêtement, c'est un point qui est intéressant parce que c'est moins dispendieux de rouler des sessions Windows 10. Et si vous préférez Windows Server, ça peut se faire aussi bien. On a des modes personnalisés ou partagés. Ça veut dire que chaque personne peut avoir sa propre petite machine ou on utilise une machine qu'on se partage, ce qui est la plupart des cas. Donc, ça permet de consommer vos applications. Ici, ce point-là, il est plus pour les gens d'informatique qui écouteraient, mais ça n'utilise pas les ports standards 3389 qu'on serait habitué, mais plutôt ça utilise le port 443. Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on est protégé. On est comme derrière ce que nous, on appelle un gateway. Les gens d'informatique vont dire on est derrière un gateway, on est derrière une espèce de passerelle. Et avant de pouvoir se connecter, là, il y a quelqu'un qui regarde, là, je suis la bonne personne, prouve-moi que tu es la bonne personne, puis OK, c'est beau, là, tu peux entrer. Donc, il y a une espèce de sécurité, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais une espèce de sécurité mise autour de ça, similaire un peu à la sécurité que vous allez avoir dans votre Office 365, votre Outlook, votre SharePoint, votre OneDrive, ainsi de suite. OK? Si vous avez des SKU Microsoft tels que Business Premium, qui a des bonnes chances que vous ayez, ben, vous avez déjà les droits de connexion. Est-ce que ça veut dire que c'est gratuit, je peux m'en servir? Ben, pas tout à fait. Ça vous donne le droit de connexion, ce qu'on appelle communément la CAL, la Client Access License, mais ça ne veut pas dire que ça vous donne là, tous les frais pour le serveur, ainsi de suite. Mais honnêtement, ces frais-là, lorsqu'on les compare, si on parle tantôt de comparaison de frais, lorsqu'on compare on-prem et dans le cloud, je vous garantis que ça arrive probablement même moins cher de le mettre dans le cloud que on-prem. Et c'est de l'infrastructure en tant que service. Donc, c'est vraiment le service que vous allez entendre le plus parler dans Azure. Maintenant, ici, c'est un petit diagramme qui est très, très, très technique, mais c'était pour vous montrer que votre PC à vous va venir se connecter dans cet environnement-là. Et par la suite, regardez, en arrière, il y a plein de contrôles qui vont s'assurer est-ce que c'est vraiment la bonne personne qui vient se connecter avant de finalement vous livrer l'application. Donc ça, là, j'ai juste mis ça pour s'amuser un peu, mais c'est un peu ce qui arrive pour tous les services cloud chez Microsoft. Donc, quand on parle de Outlook, quand on parle de OneDrive, quand on parle de SharePoint, le graphique est très complexe, puis je l'ai mis là exprès pour ça, mais c'est pour vous montrer que c'est pas simplement je me connecte, oui, c'est beau, merci. Il y a un paquet de services qui sont en arrière-plan qui valident vraiment est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est vraiment cette personne-là, et je peux mettre autour de ça plusieurs contrôles, donc de dire est-ce que tu es dans tel pays, est-ce que tu es à telle place? Ben, si oui, si tu as toutes ces facultés-là, OK, je te permets d'entrer, mais sinon, non, je te bloque. Donc, c'est simplement pour montrer qu'il y a vraiment plusieurs options là, autour de la sécurité dans Azure. Mais quels sont ses compétiteurs à Azure? Il y a Amazon. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Amazon AWS, donc un géant aussi, très, très gros. Pas un mauvais service. Honnêtement, pour les gens d'informatique, Amazon est un peu moins facile à gérer qu'Azure. Ben, chacun a ses préférences, mais le consensus, c'est plus que Amazon va être beaucoup pour des développeurs, des choses comme ça, tandis que Azure va être beaucoup plus pour des gens d'infrastructure. Reste là que les deux peuvent se compétitionnent très bien, puis il y a aussi Google Cloud. Mais pourquoi j'irais avec Microsoft? La grande raison, c'est toute l'intégration. Pourquoi est-ce que je prendrais mes emails, mon service SharePoint, mon OneDrive, tout ce cloud-là, je le prends chez Microsoft, mais ma VM, elle me coûte 10 piastres moins cher chez Amazon, fait que je vais la prendre chez Amazon. Mais toute l'intégration que je perds, lorsque je mets ma VM dans Azure, ben, j'ai mon même user, le même utilisateur qui rouvre mes emails. Mon OneDrive, mon SharePoint, c'est le même user qui rouvre ma VM. Tandis que si je fais dans le sens contraire, ben là, j'ai comme double authentication, double utilisateur, puis ainsi de suite. Donc, je perds toute cette intégration-là que Microsoft m'offre dans son écosystème. Donc, c'est une expérience qui est simplifiée, puis unifiée, je dirais aussi. Et c'est une authentification qui est unique. Donc, malgré le fait que Microsoft, parfois, sur certaines choses, puis même honnêtement, plus on fait de calcul, plus on se rend compte qu'il n'y a pas une grande différence de prix, puis même souvent, Azure est un peu moins cher. Mais si toutefois il y avait une petite différence de prix, elle en vaut la chandelle parce que dans Microsoft, tout est intégré. J'ai ma VM, mon application, on va dire, mon application ainsi que tous mes services de email, de fichiers, de partage, ainsi de suite, sont toutes dans le même écosystème, font toutes partie de la même barrière de sécurité, font toutes partie de la même authentification. Donc, j'ai tout à la même place et j'utilise les mêmes identités pour y accéder, plutôt que de dire, ben, parce que c'est un petit peu moins dispendieux, je vais le mettre chez Amazon, mais là, je vais commencer à utiliser d'autres identités, d'autres services pour me connecter. Je vais refaire un VPN.
vous allez perdre votre temps et de l'argent juste à cette configuration-là. Donc, ça ne vaut même pas la peine de comparer. Donc, il y a des grandes, grandes raisons, surtout si vous avez tout votre écosystème dans Office 365, de simplement considérer Azure. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas une grande différence de prix lorsqu'il y en a. Et parfois, même, la différence de prix, elle est contraire. Microsoft devient moins cher qu'Amazon sur certaines choses. Donc, c'est vraiment, honnêtement, si vous avez déjà commencé l'intégration vers les services Microsoft, ça vaut la peine de rester dans l'écosystème cloud de Microsoft. Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que ça l'a éclairé un petit peu qu'est-ce que c'est exactement que Azure. Vous savez qu'avec Forgestic, vous êtes entre bonnes mains. C'est probablement notre plus grand partenaire au niveau Azure, ceux en tout cas qui ont les plus grandes compétences et connaissances dans ce milieu-là. Donc, vous êtes entre bonnes mains. J'espère que vous avez aimé la présentation et je vais vous souhaiter une belle journée à tous. Merci beaucoup.